La clé ouvre le coquillage. Non. Mais si. Et oui, la clé ouvre La clé ouvre le coquillage. Ok. Ensuite, tu as... donc on a dit que le cube écrasait la bague. La bague couronne le coquillage qui est ouvert par la clé. Et le cube écrase le biscuit. Non, on a dit que c'était le biscuit qui écrasait le cube. Non. Si. Alors, je te promets. Le coquillage épouse le biscuit. Non, la bague. Sur la présence du cube. Et du coup, il lui offre les clés du cœur, les clés de son cœur. Les clés de l'appartement. Ah, c'est ça. Qui permettront d'aller ouvrir la maison dans lequel il y a un fantôme. Eh ben, allons-y, t'es prêt? C'est un jeu très narratif, Don Paul. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi, tu m'as pris de court Antoine. J'ai failli t'avoir. Ouais, j'avoue. J'espère que vous allez bien. Juste petite info, on a ce week-end, oui c'est ça, du 13 au 15, je vais y arriver, septembre, il y a un festival pas loin de Bordeaux qui est à Cestas. Voilà, si vous voulez passer les voir pour pouvoir jouer à plein de jeux super cool, c'est à Cestas pour le festival du jeu. En fin de vidéo, on va avoir un petit focus sur les traces, sur les traces de Marie Curie. Donc après, sur les traces de Darwin, on reçoit Marie Curie, on va vivre plein de choses intéressantes sur Marie Curie. Un petit jeu de gestion de ressources, mais vous verrez tout ça à la fin de la vidéo dans le focus. Et on va commencer les nouveautés, je n'ai rien oublié. Non, c'est tout bon. Ok, parfait. On va commencer tout de suite ici sur le comptoir. J'ai installé Battle Crest, le prochain microgame. Donc c'est un jeu à partir de 10 ans, comme la boîte entre guillemets donc, est noire, c'est un duel, que pour deux. C'est 30 minutes la partie, c'est un jeu d'affrontement dans lequel en fait les joueurs vont avoir chacun un personnage. On va avoir des points de vie évidemment, le but c'est de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Ici on va avoir une zone de jeu, donc il faut imaginer ici un quadrillage dans lequel dans les deux angles ici on va avoir deux personnages. Donc les deux personnages ici vont s'affronter sur ces territoires là. Et ici on va avoir différents lieux qu'on appelle des bornes en fait. Ça va être des lieux qui vont nous octroyer différents bonus, que ce soit pour tirer à distance, pouvoir se déplacer, pouvoir se protéger. Et donc à chaque tour, on va pouvoir faire deux actions différentes parmi 4. Il va y avoir en gros une action de déplacement, une carte d'activation de carte, une action qui permet juste d'activer sa carte, mais juste pour bénéficier de bonus, mais j'y reviendrai, plutôt que d'activer le pouvoir de la carte. Et enfin, il y a une autre action qui permet de réinitialiser son jeu, entre guillemets, et retourner toutes ces cartes pouvoir. Les cartes pouvoir dont je parle sont ici. Donc vous voyez ici, il y a différentes icônes sur les cartes. Ce sont, quand j'active une carte, je la retourne, je l'incline et j'active son effet. Ok. Il y a des icônes en bas justement, c'est les icônes dont je vais pouvoir, donc certains effets vont pouvoir profiter des icônes qui sont là quand elles sont activées. C'est intéressant de faire d'une pierre deux coups, d'activer une carte pour son effet et aussi plus tard de bénéficier des icônes qui sont ici. Lorsque justement j'ai des icônes qui sont, enfin des cartes pardon, qui sont activées, je vais pouvoir utiliser une action pour les refresh, mais dans ce cas-là, je vais aussi devoir les retourner, ce qui fait que ça va changer les effets et notamment les icônes. Il va falloir essayer d'anticiper tout ça. Pour calculer ces points de vie, c'est pas très compliqué. Ici, vous avez vos armes. Elles sont différentes, le jeu est complètement asymétrique, les deux personnages ne se jouent pas du tout de la même manière. Ici on va avoir une carte de points de vie, en fonction, ici c'est indiqué combien on a de points de vie. Donc là par exemple mes 3 cartes sont ici, mon cœur est là, donc j'ai 10 points de vie. Lorsque je prendrai des dégâts, mettons si je prends 2 dégâts, je perdrai 2 points de vie, je décale ma carte. Tout simplement, ça indique combien j'ai de points de vie. Dès que j'arrive à 5, hop, je retourne la carte, et ainsi de suite, on décale. Si j'arrive sur la tête de mort, je suis mort et j'ai perdu. Donc à mon tour de jeu, je choisis deux actions, ça peut être du déplacement. Donc le déplacement, il va dépendre notamment des valeurs de cartes que j'ai inclinées. Plus j'ai de cartes inclinées, plus mon déplacement est intéressant. Donc je vais pouvoir déplacer mon personnage d'un certain nombre de cases. Si mon personnage a éventuellement on va appeler ça un allié en fait, et du coup je vais aussi pouvoir le déplacer d'un certain nombre de cases indiquées ici. L'allié, évidemment, il a 2 points de vie, donc si jamais il perd des points de vie, il est blessé et puis après il risque de disparaître dans le jeu. Le déplacement, c'est ça. L'activation des cartes, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va plutôt se centraliser ici. Donc, comme je disais, on active une carte et on réalise les différents effets. Il y a des icônes, il y a plein de petits mots-clés qui vous permettront de comprendre le jeu très facilement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque l'attaque, entre autres, il va y avoir 3 icônes importantes entre les attaques qu'on peut faire adjacentes orthogonalement, adjacentes comprises les diagonales, et à distance, et ce sera toujours indiqué à combien de cases on peut taper. Je ne rentre pas non plus dans le détail des personnages parce qu'ils sont complètement asymétriques. Il y a les petites étoiles que vous avez vues, ce sont des espèces de petites capacités spéciales. Certaines cartes vous demandent d'avoir des étoiles pour pouvoir activer d'autres pouvoirs de cartes. Mais sachez que c'est un jeu essentiellement de déplacement. C'est pas vraiment comme une track comme dans Revolver Noir, mais c'est plutôt en fait
un jeu stratégique dans le sens où on se déplace et on se positionne de façon à profiter des bonus des différents lieux pour être à distance, pour attaquer son adversaire et enfin réduire ses points de vie à 0. Donc un jeu assez riche dans une toute petite boîte. C'est toute la force en fait des microgames. Et là, c'était du coup Battle Crest. Hop, on enchaîne avec Phase Blast. Pardon, pas Phase Blast. Il y a un truc qu'on a oublié. Ah oui, Léola. Oui. Tu voulais en parler maintenant. Il n'y a pas de souci. Eh bien écoute, c'est Exit, le calendrier de l'Avent. Et oui, ils s'y prennent très tôt chez Yellow, et tant mieux. On en a fait un petit peu parce qu'en général, le calendrier de l'Avent, il y en a certains qui vont s'empresser de les avoir parce que les Exit en général, le calendrier de l'Avent, ils sont pas toujours disponibles entre guillemets sur le long terme. Donc souvent, on veut le prévoir en avance pour justement la période de fin d'année. Donc on a fait notre stock maintenant, vous pouvez commencer déjà à les acheter, éventuellement les mettre de côté. Mais tous les ans, je crois que maintenant celui-ci c'est le 3e, ouais, il y a un calendrier de l'Avent dans lequel vous allez avoir une énigme comme tout concept de Exit. Exit de base c'est des petites boîtes, là c'est une beaucoup plus grosse boîte dans laquelle tous les jours, comme un calendrier de l'Avent, vous allez du coup réaliser différentes enquêtes, il y aura différents éléments que vous allez découvrir, mais tout ça évidemment je vous laisse, je ne vais pas évidemment tout spoiler, je ne l'ai pas fait honnêtement. Yes. J'aimerais bien en faire un pour voir un peu le style d'enquête que ça peut être. En tout cas, ça a du succès. Ça a du succès et on a toujours de très très bons retours sur l'Exit calendrier de l'Avent. On invite vraiment à soit passer les prendre vite, soit à les réserver, on peut vous les mettre de côté 1 à 2 semaines, parce que franchement quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Phase Blast. Phase Blast, vous en avez déjà parlé. C'était dans un focus qu'on avait fait, je crois, il y a un petit mois maintenant. Ouais, parce qu'il y a eu Caro Combo et Phase Blast, on en a parlé pas mal aussi. Là, j'ai fait une petite mise en place pour 3 joueurs. Je vais pouvoir vous le réexpliquer très simplement et après, on aura besoin de petites mains pour pouvoir jouer et vous montrer une partie un petit peu rapide de Phase Blast. Rapide, oui, parce que c'est un jeu très rapide. Ça dure en gros 10 minutes la partie, c'est à partir de 8 ans, c'est très simple. C'est pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu qui a un peu comme... qui va beaucoup s'inspirer, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le Ligretto, ça va beaucoup faire penser à ça. Mais il y a des petites cartes de Phase Blast qui vont venir twister un peu le jeu. Est-ce que je peux avoir des joueuses, s'il vous plaît ? On va avoir besoin de joueuses par ici. Approchez. Salut, t'as besoin de moi ? Ouais, éventuellement. De toi, je sais pas. Ouais, de joueuses, oui. De joueuses. Voilà. Mais si tu es là, tant mieux. Voilà, je peux jouer du coup. Bien sûr. C'est bon. Mais qui est cette personne ? Je ne sais pas qui est cette personne. Qui es-tu ? J'arrive, je surgis comme ça, tel Zorro. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Béa et je suis ludicaire à Nantes, à Terre de Jeu, mais je suis autrice. Et si je suis là ce soir avec la super team de Jeux des cartes Bordeaux, c'est parce que dans... Si, super. Ah ouais, t'es sûr ? Ok, merci. C'est que dans 2 semaines, bientôt sort Stickers et que après tout ça, on va faire un petit truc sur Stickers que vous verrez plus tard. C'est trop bien. Bref, donc du coup, tu voulais des joueuses. Tout à fait. Ah, parfait. Toujours. Attends, on le fait ensemble. 1, 2, 3. Coucou YouTube. Oh, genre. Donc Phase Blast, on l'avait déjà présenté, mais très rapidement. Phase Blast, c'est un jeu dans le but, il va falloir se débarrasser de toutes ces cartes. Donc tout son paquet est vide, je n'ai plus de cartes devant moi, j'ai gagné la partie. Sur le top départ, tous les joueurs vont devoir jouer une de leurs 4 cartes et pouvoir la poser sur le centre de la table. Pour ce faire, un peu comme le Uno, il va falloir que la valeur ou la couleur soit identique à la carte au centre. Donc avant de commencer, je prends mon paquet dans la main et avec l'autre main, je vais pouvoir jouer des cartes. Donc sur le top départ, 1, 2, 3, Phase Blast, on commence à jouer. Mettons, je pose ce set dessus. Je ne peux toujours pas jouer parce que j'ai pas 4 cartes devant moi, il faut que je révèle ma carte. Maintenant que j'ai 4 cartes, on peut continuer à jouer et tout ça se fait de manière simultanée. Si je continue à expliquer les règles comme ceci et qu'elles sont en train de jouer, je vais évidemment perdre la partie. Donc, il faut se dépêcher. Allez, là, je peux peut-être jouer mon 9. Allez, je leur fais comprendre le jeu. Hop, je pose mon 9, je continue. Là, par exemple, c'est un 9. Je peux aussi poser mon 9. Allez, on est bloqués, nous. Là, maintenant, j'ai des blocs. Voilà, bon, on commence à jouer, évidemment. Vous avez compris le jeu. L'idée, c'est que ici, vous voyez que Alice a une petite carte avec un 5 noir. C'est une carte de Phase Blast. Si jamais Alice joue une carte Phase Blast, les cartes Phase Blast vont de 1 à 5. Elles n'ont pas de couleur, donc elles se jouent que sur les mêmes valeurs. Si Alice joue un 5 Phase Blast, elle se dit Phase Blast 5. Et à partir de ce moment-là, en commençant par le joueur qui est à sa gauche, on compte 1, 2, 3, 4, 5, ça tombe sur Béa. Donc Béa, du coup, doit devoir jouer un 5. Si elle peut jouer un 5, elle le pose dessus et la partie reprend. Si elle n'a pas de 5, mais qu'elle a un Phase Blast, elle peut jouer un Phase Blast. Mettons, elle a un Phase Blast 2. Elle pose un Phase Blast 2. Ça fait 1, 2, ça retombe sur moi. Vas-y, j'ai un Phase Blast, on va le jouer. Vas-y. Si jamais on ne peut pas jouer, évidemment, on se mange autant de cartes du paquet que la valeur du Phase Blast. Donc si je me suis pris un Phase Blast 2, je prends 2 cartes, un Phase Blast 5, 5 cartes. Et on enchaîne, ainsi de suite. Si jamais plus personne ne peut jouer, et bah du coup, la pioche va repartir en dessous et on va révéler une nouvelle carte pour relancer
la manche. Hop, c'est parti. Alors attends, on va quand même continuer parce que c'est pas le genre de jeu moi que j'aime beaucoup, donc ça va. Il y a aucun problème. Non, mais arrêtez, je peux rien faire là. Tu fais quoi là? Tu joues tout seul en fait. Ok. Attends, hop. Ah ouais. Attends. Tous les fast blades de 3 ils sont magnifiques. Ah oui, je peux. Quand vous avez un carré de 3, vous dites carré 3. Non, pas du tout. Fast blast. C'est pas vrai. 1, c'est toi. Fast blast 3, 1, 2, 3, c'est moi. Fast blast 3, 1, 2, 3, c'est moi. Fast blast 3, 1, 2, 3, et bam. Non, je déconne parce qu'en fait, il fallait que j'en Oui, sale tricheur. On a compris. Sale tricheur. Tricheur. Mais elle joue toute seule. Mais c'est pas possible. Fast Blast, c'est un jeu très stratégique où l'intelligence sera votre allié. Non, pas du tout. Fast Blast 1, 2, 3, 4, 5. Comment t'as compté? Non, 1, 2, 3, 4. Oui, ok. Ah, merci. Donc, elle pioche ce que fait Alice, le pire truc. 5 cartes. C'est un jeu extrêmement stratégique. Exactement. Et le silence est roi. Pas du tout. Fast Blast 4. 1, 2, 3, 4. Mais si elle pouvait pas, il fallait remettre en dessous, bon sang. Je sais pas les règles, hein, vraiment. Ça... Attends, faut que je pioche 4. Et donc là, du coup, hop, ça réinitialise. Et comme tous les ans, à Noël, au mois de septembre, on reçoit notre boîte de Unlock. Elle arrive beaucoup plus tôt cette année. On l'a pas encore faite, on va la faire, je pense, ce week-end, n'est-ce pas, Alex? Tout à fait. 3 scénarios, comme d'habitude, facile, moyen, difficile. Le scénario d'initiation qui est le même dans toutes les boîtes et qui vous permet de jouer à Unlock sans avoir besoin de lire les règles et qui est déjà en soi un jeu, ça c'est vraiment trop cool. Je récapitule quand même rapidement, très rapidement. Escape Game, donc 3 scénarios par boîte, même 4. Une application. Des cartes qui représentent des lieux, des personnages, des objets avec lesquels on va pouvoir interagir, mais l'application vous faire également l'ambiance sonore, le timer et tout ce que ne pourraient pas faire des cartes, à savoir de la réalité augmentée, des séquences à faire sur un clavier, des séquences audio, etc. etc., etc. Autant de surprises qu'il y a de scénarios et ça c'est vraiment la force de Unlock. Et donc, dans cette boîte-là, nous avons la couronne d'Altipia. Ça sent l'aventure à la Indiana Jones, très clairement. Ça a l'air cool. Ouais, il y a une espèce de petit temple maudit avec un serpent, il y a l'air d'y avoir de l'aventure. On est chaud. Le rendez-vous surprise, on va incarner Lapino de Lewis Trondheim, et bien justement dans les scénaristes, alors on va les faire dans l'ordre, scénariste de la couronne d'Altipia, Mathieu Castelin, illustré par Cyril Bertin, et là, rendez-vous surprise, scénario Lewis Trondheim quand même, Romain Pujol et Pierre Chavosi, illustré par Lewis Trondheim évidemment. Moi j'ai passé mon enfance, mon adolescence à lire des Lewis Trondheim, je suis trop content, très impatient de pouvoir faire un scénario avec Lapino, et pour terminer, l'infiltré de Little Italy. On va être dans une ambiance un peu plus mafieuse à New York. Un scénario de Julien Jovis illustré par Pierrot. Une belle boîte qui me semble bien prestigieuse. Il tarde que l'on se fasse tout ça. On va rester dans les jeux un peu enquête, déduction, beaucoup plus déduction que enquête avec Diaspora. Hop là. Alors on dirait pas comme ceci, mais cette toute petite boîte qui coûte 8 €, elle recèle vraiment des heures et des heures de jeu. Ça va se jouer surtout en solo, on peut éventuellement se mettre à 2 ou 3 cerveaux, c'est à vous de voir vos habitudes de jeu. Ici, ils nous disent 5 à 10 heures. Je pense très honnêtement qu'il y a beaucoup plus. Ça va dépendre de à combien de joueurs vous jouez, quelles sont vos habitudes, la vitesse à laquelle vous allez résoudre les énigmes, mais je pense qu'il y a franchement une bonne vingtaine d'heures de jeu, et encore je pense que je me mouille pas trop. En quoi ça consiste? Nous avons des cartes dans ce format-là, avec cette direction artistique, celle que vous pouvez voir sur la couverture. On va suivre 3 personnages dans une épopée futuriste, un peu space opéra, et le but du jeu c'est de comprendre ce qui leur arrive. On va avoir accès à tout un tas de cartes d'un coup. Ces cartes, elles vont retracer leur histoire, et donc ça va être une sorte de ligne temporelle, hein. Il y a certaines cartes qui représentent des éléments qui sont passés avant ou après tel autre événement. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, dans quel ordre des événements. Le but du jeu c'est d'essayer de comprendre tout ça et de retracer les événements. Sur chaque carte, il y a une ou plusieurs énigmes. C'est en général des énigmes assez logiques, mathématiques. Là, ça va s'adresser aux gens qui ont adoré Turing Machine, Infiltrator, Chronologique. C'est probablement pour vous. D'autant plus Turing Machine, je pense. On va essayer de trouver une série de valeurs. Quand on pense qu'avec les indices qui nous sont fournis, on a la bonne série de valeurs, on va pouvoir l'envoyer soit par mail, soit via un site internet dédié qui va suivre un petit peu votre progression. Et littéralement, vous avez des barres de progression sur chacun des 3 personnages pour voir où vous en êtes de leurs diverses histoires. Cette appli, entre guillemets, qui n'est pas une appli, va
en plus de suivre votre avancée, vous dire si ce que vous avez répondu est vrai ou faux, vous permettre de progresser dans l'histoire, ou même vous répondre avec une autre énigme, ou avec des indices pour résoudre d'autres énigmes quelque part ailleurs dans le jeu. Donc tout est un peu interconnecté, ça a l'air assez tentaculaire. Si vous êtes curieux de ce genre d'ovni, franchement foncez. À savoir, bon, le petit défaut, c'est très honnêtement la traduction qui est pas au top, ça ne gêne pas le plaisir de jeu, ce n'est pas un jeu narratif en soi, même si on prend plaisir à décoder cette histoire. Une belle curiosité donc. On va passer à quelque chose de beaucoup moins intelligent, on va retourner dans la lignée de jeux comme Fast Blast avec Dropalter ici, dont on a préparé le matériel. On va peut-être essayer de recruter à nouveau des êtres humains disponibles. Dropalter, un jeu de Paul Schulz dans la petite gamme des Wong Games, comme ceci, les petites boîtes. C'est crétin, c'est vraiment très fun, un matériel là aussi très ovni, donc pour 2 à 5 joueurs, évidemment c'est un jeu d'ambiance, plus vous serez nombreux et plus ça va être rigolo, bruyant, chaotique, des parties de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes si vous êtes vraiment très mauvais, parce que le but du jeu c'est de gagner des petites clochettes comme ceci. Quand on en a 5, on a gagné. Le truc c'est que vous pouvez également les perdre en étant mauvais, et vous allez gagner des clochettes, regagner des clochettes, perdre des clochettes, perdre toutes vos clochettes, regagner des clochettes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Soit jusqu'à ce que quelqu'un ait ses 5 clochettes, soit jusqu'à ce que l'on ait passé ici ce paquet de cartes. Ce paquet de cartes, c'est un petit peu le cœur du jeu. Bon, alors comment est-ce qu'on joue? On va d'abord tous se munir dans notre meilleure main, ça c'est conseillé, de ces objets. Donc le cube, le coquillage qui va vous mettre des paillettes plein les mains, que j'ai lavé mais qui sont encore pleines de paillettes, l'anneau, l'espèce de petite clé, trèfle, nuage, on sait pas trop, et on l'a appelé le biscuit. Je suppose que c'est un biscuit. Je sais pas. Un édredon. Une serviette de bain, je ne sais pas. Une serviette de bain, de l'émental peut-être. Un tapis de bain. Bref. Hop là. Pour l'instant, nous n'avons que ça en main. Et Alex, est-ce que tu veux pas poser la caméra Bien sûr. Comment ça fonctionne? Carrément. Et est-ce que Béa, tu veux pas nous rejoindre à nouveau? Mais pour se faire une petite manche. On a ça dans notre main. Plaisir. On va tirer une carte ici qui va nous indiquer ce que l'on doit lâcher sur la table. Mais ça, on doit le faire uniquement avec notre main après avoir un petit peu mélangé. Et donc on va éliminer les objets qui ne nous intéressent pas. Enfin en tout cas non, au contraire les objets qui nous intéressent. Pour essayer que dans votre main il reste que les objets qui ne sont pas sur la carte. Avec votre autre main, à ce moment-là, vous munissez le plus rapidement possible de ce fantôme. Et on vérifie. Si c'est bon, super. Vous avez gagné une clochette. Ah, tu veux jouer peut-être? Attends, ça c'est à toi. Ouais. Et donc il Attention faut bien juste à la caméra, poser. il faut que tu sois légèrement poser ce qui a marqué sur la carte. C'est ça. Pas faire comme moi quand j'ai joué tout à l'heure, qui a fait le contraire au moins 3 fois de suite. Quand vous réussissez, vous gagnez une petite clochette, c'est génial, elle va dans votre main. Si jamais vous la perdez, vous la perdez. Et ça, c'est vraiment très drôle. Si jamais vous vous débarrassez d'un objet qui n'était pas présent sur la carte, vous devez reprendre tous vos objets et recommencer. Et ainsi de suite. Ok, je crois qu'on ne voit pas trop mal. Eh bien, on mélange tous un petit peu dans notre main, on prépare notre main comme ceci, et c'est parti. Là, il faut... Non, j'ai tout perdu. Ah non, j'ai mis le mauvais objet. Non. C'est bon, j'ai réussi. Je prends une petite clochette, je la mets dans ma main, je récupère mon matériel, on mélange et on fait une deuxième carte parce que ce jeu est beaucoup trop drôle. Ok, c'est parti. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Dropalter, franchement, très bonne surprise. Je m'en attendais rien du tout. Je n'aime pas les jeux d'observation rapidité, vraiment pas. Et je dois avouer qu'on s'est éclaté. On a fait une partie juste avant de tourner la vidéo. On s'est vraiment tapé des barres de rire. On a commencé la vidéo beaucoup trop tard. C'est à cause ou grâce à Dropalter. Je ne sais pas. On passe à la suite. Et coucou YouTube pour de vrai, même si je suis déjà apparu plein de fois et que c'est un peu foiré mon intro. Voici Imposteur, enfin l'Imposteur qu'on nous demandait depuis très longtemps, qui est enfin en boutique. Donc c'est distribué par Gigantic, c'est 21 €, c'est beaucoup de joueurs, 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour 15 minutes de partie et plus si vous enchaînez les missions. C'est même dans les règles ça le dit, vous jouez tranquille, vous n'êtes pas obligé de compter les points, c'est vraiment genre... juste, c'est un vrai jeu d'ambiance, dans le sens il n'y a pas trop de règles sur le scoring, etc. et le temps de jeu. Ça nous fait penser à Link, dans le sens où vous allez avoir un imposteur, et non pas 2 comme dans Link, qui va avoir des cartes distribuées, donc chacun va avoir des petites cartes comme ça. Vous choisissez une mission, hein. Il y en a 18, donc là j'ai pris la mission 2. Chacun reçoit une carte, et sachant que dans ces cartes-là, il y en a un où il y a marqué « Tu es l'imposteur ». Les autres, ils ont des cartes où il y a marqué « Tu n'es pas l'imposteur ». Et oui. C'est assez clair.
Voilà, c'est écrit en gros. Et du coup, ceux qui sont pas l'imposteur vont avoir un mot. Donc, je sais pas, on va donner un chiffre, on va dire au pif 20. Donc, chacun va regarder sa carte et il regarde 20. Ok, lui, il a le volleyball. C'est bien, il n'est pas l'imposteur. Alors que l'imposteur, il cherche, il n'a pas de 20. De toute façon, il n'y a rien. Juste marquer des chiffres avec marqué imposteur. Et à partir de là, premier joueur va lancer un mot qui a un rapport avec le mot principal. Donc là, c'était volleyball. Je sais pas, je vais dire filet. Et chacun de notre tour, on va donner un mot qui a un rapport avec le mot secret. L'imposteur va essayer de se glisser dedans en disant des mots, un mot indice qui correspond, sachant qu'il ne sait pas quel est le vrai mot. Sachant qu'il peut dire, sans faire exprès, volleyball. Parce qu'il ne savait pas que c'était les fameux mots. Les autres ne disent rien, ils font poker face, mais ils savent déjà que lui, c'est l'imposteur. On fait le tour 3 fois comme ça, donc il y aura 3 mots indices par personne. Et à la fin, on va avoir tout un débat pour savoir qui est l'imposteur. On vote, si l'imposteur n'est pas trouvé, il a gagné. Si l'imposteur est trouvé, il a une deuxième chance, il peut gagner quand même en essayant de deviner quel était le mot secret. Et voilà, c'est bon. Ok. Voilà, vous avez tout le jeu. C'était l'imposteur. Maintenant, on a Chapardeur qui, on vous l'avait mis en focus il y a un moment quand même, parce qu'on était habillés en hiver. Ah ouais, ouais, j'ai revu le focus tout à l'heure, on était habillés en hiver. Mais donc, le temps passe vite. Après, ça a été Salut Alex. Ok. Après, on a été en hiver jusqu'en juin, je vous rappelle, donc ça veut rien dire. Chapardeur, qui est de chez Matago Ambiance, 2 à 6 joueurs, 15 minutes de partie à partir de 8 ans, par par Yoshiteru Shinohara et illustré par Roxy Dai. Yes. C'est une réédition de Crossing, El Famoso jeu qu'on nous demande encore de nos jours, mais qui n'existe plus. Et bien, le voici rethématisé avec des chats pirates qui vont se bagarrer pour pêcher les meilleurs poissons. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas Crossing, ça va être un jeu de collection, en gros, de prise de risque et de guessing. On va chacun avoir une petite tuile de bateau de pirates chats, donc il y a un peu de toutes les ethnies, là, il y a pirates chats un peu asiatiques, il y a écossais, voilà. Un peu, ça c'est juste le style. Hein. Vous choisissez votre petite tuile et au milieu il va avoir des océans. Où vous allez poser au hasard des petits poissons qui sont en plastique transparent, donc ils sont mignons. Matériel beaucoup trop cool. Voilà, vous en placez au hasard, c'est à tirer d'un sac. Et ensuite, on va compter jusqu'à 3 en pointant notre doigt en haut. 1, 2, 3, et on pointe en même temps un des océans, là où on a envie d'aller pêcher. Si on est tout seul à pointer cet océan, on récupère tous les poissons dessus, on les met sur notre bateau. Salut Alex. Salut. Si on est plusieurs à être sur cet océan, personne ne prend rien. C'est bisous, la pêche est perdue. Vous pouvez également mettre votre main non pas au-dessus d'un océan, mais au-dessus de votre bateau. Ça vous permet de protéger votre bateau et surtout d'encaisser les poissons qui sont dessus. Parce que tant qu'ils sont dessus, on peut vous attaquer. Parce que, autre possibilité, soit cacher son bateau, soit pointer un océan, soit pointer le bateau de quelqu'un. S'il n'a pas protégé son bateau, vous lui récupérez tout son butin. Donc, vous allez avoir des dilemmes un peu de j'ai envie de pêcher plein de trucs et en même temps ça s'accumule beaucoup trop sur mon bateau, il y a quelqu'un qui va venir me le voler, donc je vais plutôt passer mon tour finalement à rapatrier la pêche à la maison, sachant que à chaque tour on va re-remplir les océans et que le jeu de collection c'est en gros avoir des familles différentes, c'est-à-dire avoir une couleur de chaque poisson vous rapporte 5 points. Donc en gros, il faut diversifier votre pêche et avoir un jaune, un rouge, un blanc et un bleu. Et ça vous, je crois que le blanc, il est joker. Donc voilà, il faut faire plutôt des familles diversifiées, pas que du bleu, ça sert à rien. Voilà, vous avez littéralement tout le jeu. Et enfin... le rayon enfant, avec quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ça ? Oui. Non, pas... Alors, Piggy, on l'attend depuis moins longtemps. Quand même. Ouais, ça, je vous en avais vite fait parler la semaine dernière, donc voilà, maintenant il est arrivé. Alors, il est arrivé un peu tard, hein, j'ai été mensongère en disant que ça arriverait le vendredi ou samedi, c'est arrivé mercredi, voilà. C'est arrivé mercredi, donc le puzzle aventure, la suite, Terre Ocre, enfin suite, deuxième opus, après le dragon. Hop, c'est dans le même univers que le voyage en Terre Ocre de ma première aventure. Et voilà, et comme je vous l'avais dit, cette fois, les personnages ont plusieurs fins eux-mêmes, donc ça double les possibilités. Voilà, vous faites le puzzle, vous le défaites... Défaites ? Alors vous le faites, et puis après vous le défaites ? Non, défaisez.
Je sais pas. J'ai un doute, je me suis doutée moi-même. En suivant l'histoire d'un des personnages, il y en a plusieurs sur la carte, et il va vous dire ah là là, il y a un incendie, trouve l'incendie sur la carte. Voilà, c'est une sorte de micro-macro, où est Charlie en puzzle, etc. Et donc, Piggy. Alors, on était censé recevoir un display, donc un carton pour l'organiser, en forme d'étable. Je suis extrêmement déçue qu'on ne l'ait pas reçu. Où est l'étable ? Je suis très déçue, vraiment, ça en jette beaucoup moins. Piggy, qu'est-ce que c'est ? C'est à partir de 7 ans, c'est 2 à 6 joueurs. Partie de 15 minutes, 10 minutes. C'est un jeu où vous allez mélanger Mantis, dans les jeux récents, et Kangaroo, chez les enfants, une collection de petites... classique. Bon bref, je l'ai pas. Ah oui, voilà, collection de petits kangourous de couleurs. Oui. Voilà. Comment ça va se passer ? Vous allez récupérer des petits cochons en leur donnant la nourriture qu'ils préfèrent. Sachant que voilà, chaque cochon mange la couleur, donc il y en a qui mangent des glaces roses, etc. Tout ça pour avoir 8 points. Donc c'est pas avoir les cochons qui fait gagner les points en soi, mais c'est avoir 8 points. Comment ça va se passer ? On va avoir des cartes en main, à notre tour on est obligé d'en jouer. On en joue autant qu'on veut si c'est de la même couleur. Donc si vous avez plein de roses dans votre main, vous en jouez, je sais pas, vous jouez 3 roses devant vous. Si vous êtes celui qui a joué le plus de roses à la table, vous récupérez le cochon rose. S'il était chez quelqu'un et que vous avez joué plus alors c'est pas des cartes, c'est les symboles. Voilà, il y a des cartes qui rapportent plus ou moins de glace, etc. Plus de symboles, vous lui piquez son cochon. Quand vous avez fait ça, vous allez repiocher autant de cartes qu'il le faut pour avoir toujours 5 cartes en main. Vous les révélez. Et si parmi ces cartes, il y a la couleur que vous venez de jouer, donc là le rose, vous encaissez ces cartes. Et ces cartes-là sont les points. Donc il y a un peu de prise de risque, enfin de hasard quand même, parce que de toute façon c'est pour jeunes, à partir de jeunes, où vous allez faire cette collection et cette majorité pour vous essayer de faire des grosses familles déjà pour dépasser la majorité des autres, et aussi pour pouvoir piocher plein de cartes d'un coup pour avoir plus de chances d'avoir la couleur de ce que vous venez de gagner. Parce que c'est comme ça que vous allez encaisser. Sachant que vous avez aussi des chèvres, les chèvres folles, ou je sais plus comment elles s'appellent. Génial. Les chèvres, vous pouvez les jouer à votre tour sans la jouer dans une famille, puisqu'elles n'ont aucune famille. Et cette chèvre va vous permettre de défausser une carte chez un adversaire. Peut-être que vous venez de jouer 3 cartes glace. Ça ne vous suffit pas à dépasser un gars qui en a 4 devant lui. Et hop, vous jouez la petite chèvre, vous enlevez une de ses cartes glace, c'est bon, il a moins de cartes glace que vous lui piquez son cochon. Et voilà. C'est bon, vous avez tout le jeu. Bah écoute, il y a des chèvres dedans, j'en prends 12. Voilà, des chèvres folles, des cochons qui mangent des glaces et des donuts, et des maquis aussi. Donc tu disais à partir de jeunes, c'est à partir de 7 ans. 7 ans. 7 ans, 2-6 joueurs. Voilà. On va aller voir ce qui se passe derrière le comptoir. Ouais. Je te laisse donner ton micro à Alex. Hop là. Coucou. Tenez monsieur. Hop. Il n'était pas prêt, il était en galère. J'étais en train de me dire, je vais expliquer le nouveau TCG, je mets des guillemets parce que c'est un TCG, mais c'est pas tout à fait aussi un TCG, c'est quand même On est sur un jeu de cartes certes évolutif, il y a une thématique très forte avec la protection des animaux, avec les différents animaux qui sont plus ou moins, j'allais dire récurrents, je sais pas si c'est vraiment le terme en fait, j'arrive pas à trouver le terme, mais sur la Terre en fait. Et donc plus l'espèce est en voie... En termes de population. Voilà, voilà, en termes de population. Qui sont en voie d'extinction, ou c'est ça. Comme les moustiques tigres, il y en a partout. C'est ça. C'est ça, en fait, ce qui est bien fait dans ce jeu de cartes, donc vous avez toute une gamme qui retrace un petit peu tout ce qu'on retrouve dans les TCG classiques, c'est-à-dire des starter decks pour avoir des decks qui sont préconstruits avec plein de trucs dedans, c'est super cool pour jouer au jeu, que je vais vous expliquer. Vous avez les petits boosters. Vous allez pouvoir récupérer de nouveaux animaux avec un système de rareté aussi qui est bien fait par rapport aux animaux qui sont plus ou moins en voie d'extinction. Et on va avoir également ici des tripacks comme les triple boosters chez Pokémon. Je trouve que le système est bien fait. On a reçu, grâce à cette commande, un kit de tournoi. Et en fait, dans ce kit de tournoi là, on a tout pour découvrir le jeu. Alors, on a aussi tout dans ce genre de deck là. C'est juste que là-dedans, c'est un peu moins fourni que dans le kit de tournoi que nous, on a reçu. Mais en vrai, ce qu'on a dans le kit de tournoi, c'est un petit plateau pour vous expliquer justement où se met votre deck et votre zone protégée. Et on a un plateau ici, enfin un porte-carte pour les cartes qu'on appelle des cartes un peu événements. Il y en a 3 types. Et en fait, c'est un jeu qui est très cool dans le sens où déjà sur une carte, vous allez retrouver un peu le même système qu'il y a sur BioViva. Tiens, je sais pas si tu vois un peu quelques cartes. Bien sûr. Je t'enfile de différentes couleurs, tu vois. En haut à gauche, il y a des petites icônes en haut à gauche de couleurs. Donc il y a du vert, du jaune, il y a du orange, du rouge notamment. Les rouges, c'est les plus rares.
Pourquoi? Parce que les rouges, ce sont les animaux qui sont plutôt en voie d'extinction et c'est ceux qui rapportent le plus de points. Je n'arrive pas à faire le point, je suis désolé. Ah voilà, là c'est voilà. Donc les animaux qui rapportent le plus de points sont ceux qui ont une petite icône de couleur rouge en haut à gauche et on a différentes caractéristiques qu'on retrouve dans les cartes de BioViva classiques avec le poids, la longueur, la longévité entre autres, puis ensuite la gestation ou l'incubation. L'idée c'est qu'aussi il y a un type d'animaux, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir, comme dans tout TCG, construire un peu votre deck qui sera composé d'une trentaine de cartes. Et à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait avoir des petites tuiles comme ceci qui représentent les différentes caractéristiques des animaux. Donc on a, comme je disais, l'agitation ou incubation, la longévité, le poids et la longueur. Et donc à chaque tour, ce qu'on fait, c'est qu'on pioche 4 cartes. Et ces 4 cartes-là qui représentent des animaux, on va les positionner en fonction des critères, là où on pense être supérieur à l'adversaire. Donc si je pense que là j'ai une raie brunette, je me dis bon 70 cm ça va pas trop le faire, la longévité par contre 14 ans ça peut être cool, donc je vais plutôt la jouer ici face cachée. Après je vais mettre ça au pif, ici pour la longueur, ici pour le poids, ici pour l'agitation et l'incubation. En fait on va jouer des cartes sur différents lieux et ensuite on va tout résoudre, sachant que quand on joue des cartes animaux face cachée, en plus de jouer une carte animale face cachée, on va pouvoir y ajouter face cachée une carte et une seule par catégorie. Donc là par exemple je la joue ici, je lui ajoute ça, et lui par exemple je pourrais lui ajouter ceci. Voilà. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, simultanément on révèle les cartes animaux et ou actions. Les cartes actions en fait elles vont avoir essentiellement 3 critères, donc je vous les montre et je vais peut-être les passer à Antoine. Mais il y a 3 critères, en gros il y a un bouclier, un éclair et une petite patoune. La petite patoune par exemple c'est marqué juste au-dessus l'effet, ça permet justement d'inverser la tendance, c'est pas le plus grand qui va gagner mais le plus petit par exemple. Il y a d'autres cartes qui vous protègent, il y a des cartes qui vous permettent immédiatement de mettre votre carte dans votre réserve. Et la réserve, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les points de victoire que vous allez gagner, puisque à la fin de la partie, donc je crois que ça se joue en 4 manches, après 4 manches, on va compter les points. Et les points, en fait, ça dépend de la rareté des animaux que vous aurez mis dans votre réserve, dans votre zone protégée. Si votre animal est en voie d'extinction, donc il y a un petit logo rouge ici, plus on va aller vers des animaux qui sont en voie d'extinction, plus ils vont rapporter 2 points, 5 points pour un animal rouge par exemple, alors que ça fera que 2 points pour un animal plutôt vert. Je pense que j'ai presque tout dit. Il y a une petite subtilité sur le jeu, c'est qu'en fait vous allez avoir aussi la possibilité de jouer avec un mode avec des jetons. C'est-à-dire que soit vous allez placer aléatoirement 3 jetons d'une catégorie bien précise, et donc si jamais dans votre zone protégée vous avez le trio de ces animaux-là, de cette catégorie-là, vous allez gagner des points supplémentaires. Je crois que c'est 3 à 4 points, un truc comme ça. Et l'autre mode de jeu, c'est vous avez aussi des jetons pour avoir des trios bien spécifiques indiqués sur le dos des jetons. C'est vraiment des modes que vous pouvez ajouter en plus. Ça vous donne une direction dans la construction de votre deck. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez essayer de le diversifier plus parce que si vous ne remplissez pas les objectifs parce que vous êtes spécialisé, mettons, dans les mammifères, c'est dommage parce que là, on vous demande des mollusques, on vous demande des grenouilles, des batraciens, par exemple, des reptiles que vous n'avez pas parce que vous êtes trop spécialisé. C'est vraiment une belle entrée. Comme là, on avait, on va dire, Pokémon et leurs canins en famille. Maintenant, on arrive avec BioViva en famille, avec je trouve une belle direction. Alors, j'allais dire artistique, pas vraiment, mais une belle direction dans le TCG, quoi. Parce que souvent, le TCG, c'est vraiment Magic, c'est Altered maintenant, c'est plein de choses aujourd'hui. C'est Flesh and Blood, et Flesh and Blood, vous y jouez pas quand vous avez 8 ans. Alors que ça, pour le coup, même à 6 ans, on peut y jouer, et je trouve ça très cool. Enfin, moi, même quand on a la trentaine, à la pause du midi, par exemple. Par exemple, et alors, attention, parce qu'on parle de foil dans Magic. Mais là, on est sur des foils, c'est des foils, c'est de l'or en fait. C'est littéralement de l'or qu'il y a dessus. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai vu la carte. À mon avis, littéralement pas, mais. On a un axolot. Mais l'effet est le même. Qui défonce sa race. Enfin, voilà. Ah, la sèche géante. La sèche géante est magnifique. Savez-vous combien mesure un dragon de Komodo? Je dirais 1m70. Eh bien, on est sur 310 cm, monsieur. Ah oui. Un dragon de Komodo. C'est-à-dire que si le truc court vers toi, tu meurs dans l'instant. C'est-à-dire que si je trébuche et qu'il baille en même temps, il peut me manger sans avoir remarqué. Exactement. Moi, j'en ai vu. Incroyable. Ça faisait très peur. Tu m'étonnes. Ok. Ça va vraiment sur. Il est là. On l'a vu là. Il est là. 310 cm. Incroyable. 165 kg, mesdames et messieurs. Incroyable. 53 ans. Et là. Bon. On se laisse un petit peu prendre en parlant d'animaux en voie d'extinction. Oui. Nous avons bien reçu les Pokébox métal avec Irfoudre. Voilà. Avec Chef de Fer, qui n'est même pas un nom de Pokémon, c'est juste un Chef de Fer. Et Feu Perçant. Voilà. Je trouve que sur les noms,
Ils font plus l'effort. Parce que nous, là, ces trucs-là, c'était genre chirotien, mironcian. C'était mieux. Bah non, c'était pas mieux. On disait, ils ont des noms bizarres, pourquoi? Et on allait chercher sur Internet pourquoi ils avaient des noms bizarres. Des fois, il y avait des raisons. Internet, toi. Ouais, j'avais la chance. Des fois, il y avait des raisons. Ils disaient, ouais, en fait, on a fait un truc un peu comme ça, genre canard tichot, tu sais, ou fenard qui fait renard et qui fait fenard et qui fait 9 à l'envers. Oui, fenard, monsieur. parce qu'il a 9 queues. Enfin bref. Exactement. Il y a plein de trucs. Là, c'est juste, bon, lui, c'est croix de bois, croix de fer. Quoi. C'est allez, ça coûte 20 €, mesdames. 20 €. Extension Je crois. Hein. de Lueur, Hob, un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Ben Basso et Vincent Dutré. Je ne me suis pas renseigné. T'es-tu renseigné? Alors sur l'extension, moi j'essaie de me rappeler de ce qu'on avait vu à Cannes quand Bombix nous l'avait présenté. Il y avait des modules. 6e joueur, ça rajoute un 6e joueur. Et oui, je ne suis pas du tout aidé par Alice qui me fait un signe chiffre avec ses doigts. 6e joueur grâce à l'extension. Et il y avait 3 modules. Et note, je me souviens d'un petit dé spécial. Il y avait un petit dé. Ouais. ouais. Ah oui, les cartes. Non, je m'en souviens plus, je suis désolé. Extension pour tu m'aides. Lueur. À moins qu'Alice, toi, tu aies plein de choses à dire. Plein, non, mais effectivement il y aura déjà des aventuriers en plus, donc 3 aventuriers en plus qui ont leur spécificité de base, et il y a effectivement Zadrel qui va rajouter des dés spéciaux un peu fantomatiques, et on a du coup des nouveaux compagnons qui aussi ont leur pouvoir. Toujours aussi beau. Il y a un petit plateau qui se rajoute sur le côté, ouais. Je m'en souviens. Alors excusez-moi mais... Ça rajoute des emplacements, ouais. Voilà, lui... Il n'y a plus rien à dire à part ça. Je le veux. Regarde. Oui, voilà. C'est un chat, donc c'est bon. Voilà. Tu peux voir le chat? Tu peux voir le chat. Il est là, le chat. Oh, mais il est trop bien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Déjà? Voilà. On rappelle que Alice est en face de la caméra. Merci. On rappelle que s'il y a BA cette semaine, c'est parce que dans les semaines à venir, on va parler de stickers. On aurait aimé faire un focus en termes de timing, de planning, etc. Tous les trucs en ing, c'était impossible. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler avec BA. Franchement, c'était un gros coup d'heure de la boutique. Donc voilà, oui. Renseignez-vous en avance, on en reparlera. Mais bref, ça, c'est pas là pour rien. Et hop là, en attendant, on va terminer cette vidéo avec un focus sur les traces de Marie Curie. Hello, coucou, YouTube. bonjour. Bienvenue dans ce focus sur les traces de Marie Curie de Sorry We Are French. Après, sur les traces de Darwin, du coup, on continue dans la lignée des grandes personnes qui ont contribué à l'avancement de la science et de l'humanité. Voilà, donc celui-ci, ce sera sur Marie Curie, c'est pour à partir de 10 ans. Il est quand même un petit peu au-dessus sur les traces de Darwin. Oui. On passe sur de l'initié, même si, bon, de base, les actions sont assez simples. C'est 2 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes de partie. C'est un jeu de Florian Fay. Aux illustrations, il y a Vaiana Hino et David Sidbon, je ne sais pas, qui ont fait les illustrations du coup des plateaux, mais surtout toutes les images sont des aquarelles ici, voilà, et sur les cartes, donc magnifique. Oui. Sorry We Are French, on précise. Voilà, c'est juste un détail, mais travail éditorial au top, c'est vrai qu'en termes d'édition c'est magnifique. J'ai le livret de biographie comme toujours, hop, qu'on avait aussi chez Darwin, donc voilà, biographie, explication, toujours on reste dans je vais pas dire éducatif, mais culturel. Ouais, voilà. Et c'est gracieusement à notre disposition. Si on ne veut pas le lire, on s'en fiche. Oui. On veut juste jouer à un jeu de société. Et ben c'est bon. Et si je veux en apprendre plus, et ben j'ai le livre à ma disposition. Et ça c'est fort appréciable. On est vraiment sur, en plus d'être un jeu de société, on est sur un bel objet. Et je dirais même plus un bel objet culturel. Regardez ça. On va vous l'expliquer, hein, mais rien que ça, c'est genre. Comment ça se joue? Oui, vas-y. On a chacun notre petit plateau individuel. Il va y avoir un plateau central ici. Sur mon plateau individuel, je vais pouvoir mettre plusieurs choses. Ici, mes points de victoire. Ici, mes thèses. Ici, on va pouvoir remplir ces récipients. Comme ça, je ne me trompe pas de comment ils s'appellent. Ici, nous allons pouvoir stocker les différentes petites ressources. Il en existe 3. Ici, j'ai un petit rappel des transformations. Et sous le plateau, en glissant des cartes, on va pouvoir mettre les fameuses petites cartes. Hop là, plateau central. Nous avons ici les cartes que nous allons pouvoir récupérer et donc placer sous notre plateau. Un suivi de l'avancement de la partie avec ce que nous allons faire à chaque début de manche. C'est hop là un espèce de petit sommet de bâtiment que l'on peut interchanger suivant le nombre de joueurs. Ça va totalement s'adapter. On va avoir ici les fameuses thèses à récupérer.
le récapitulatif des ordres de tour. On va avoir les fameux récipients et surtout, ici, le suivi de l'avancée du jeu. On va simplement suivre la vie de Marie Curie, de sa naissance à son décès, avec tous les grands événements qui sont tout autant de petits événements qui vont arriver dans le jeu, qui sont plus ou moins anticipables. On peut toujours les voir revenir. On ne sait pas nécessairement à quel moment ils vont se déclencher. Il va y avoir ici sur les avancées de tour une petite horloge rouge qui va faire avancer ici la petite horloge rouge. Mais il y a d'autres événements dans le jeu, notamment déclenchés par les joueurs, qui la feront avancer plus ou moins vite. Et donc voilà, c'est pas entièrement anticipable. Tout à fait. Voilà donc pour la présentation du matériel. Que va-t-on faire au début de notre tour? On regarde où nous en sommes avec ce petit anneau. On va regarder ce qui se passe au début de ce tour. Ici, on va avancer tout d'abord l'horloge. On va déclencher ce qui se passe ici. Donc là, on nous demande de tous choisir un récipient et on mettra les ressources indiquées là-dedans. Cet objet qui doit avoir un vrai nom. C'est le tube à ressources, j'ai regardé. Très bien, parfait. C'est fou, hein. On avance le temps, on va récupérer chacun un récipient. Moi, je décide de récupérer celui-ci et de le mettre là. Toi, tu déciderais par exemple de récupérer l'autre. Pourquoi? Il y en a deux différents qui vont nous permettre d'augmenter les possibilités tout le long du jeu. À chaque fois que l'on va arriver à compléter une paire et à les valider, parce qu'ensuite, il faudra les valider, ça fera un point supplémentaire en fin de partie. Un point dans ce jeu, c'est vraiment bien. Oui, parce que si vous jouez mal, 10, moi j'ai fait 8 ou mauvaise 9. partie, je pense que c'est 5-6 points. Ouais. Une jolie partie, ça va être dans les 10 points. Ouais. Il y a une plage comme ça. Il y a Alex qui fait la tête parce qu'il a dû faire ce genre de score à notre dernière partie. On viendra là-dessus, mais quand on le récupère, donc, on va nous dire comment est-ce qu'il faut le valider. Moi, il me faudra 2 ressources de cette couleur-là. Donc doré, c'est de l'uranium. Toi, il te faudra du noir, de la pêche blend. Hop là, ok. On va récupérer les fameuses petites ressources. Je vous les présente rapidement. On a donc des minerais de pêche blinde dont on va pouvoir extraire certaines matières radioactives, notamment le radium, notamment l'uranium. Voilà, vous connaissez les 3 ressources dans les livres, j'ai révisé. Sachez qu'on peut également en extraire du polonium qui a été découvert par les époux Curie mais qui n'est pas présent dans le jeu. Bref, hop là, je prends les 4, je les mets dans le petit tube. Et il va y avoir plus ou moins de choses qui vont tomber. Les autres sont coincés dedans. Potentiellement, ils vont tomber plus tard. Ils vont tomber plus tard. À un moment ou à un autre, il ne faut pas taper sur la table, car ça peut tomber. D'accord? Même quand on n'a pas la ressource qu'on veut, Alice. J'en ai marre. Les probas. Maintenant, ça c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2, eh bien, soit je vais récupérer des ressources ici, et donc on voit que par défaut, nous pouvons récupérer 3 ressources, mais on va pouvoir augmenter ceci. Soit je décide de récupérer une petite thèse, on commence par la 1, la 2, la 3, la 4, on pourra récupérer que 4 thèses, et ça vous donne des petits bonus, un petit peu au hasard, tout simplement. Ici, je vais décider de récupérer les ressources, je les mets par ici, je peux en mettre autant que je veux dans cette zone, par contre, en fin de manche, eh bien, je ne pourrai en garder que le nombre indiqué ici, qui pourrait être à nouveau augmenté, tout simplement. Hop, on va pouvoir faire également, je vais mettre complètement de l'aide de jeu parce que elle est plutôt bien faite, on va pouvoir également acheter une carte, elles ont un coût, hop, si je veux cette carte, il me faut une pêche blinde, un uranium, je vais la glisser sous la zone concernée, il y a un petit meuble, donc il y a des meubles, il y a des outils, il y a des lieux. Je vais la glisser dessous, hop là, elle va à peu près par là. Je vais juste laisser dépasser le petit numéro et le gain. J'ai le gain numéro 1 parce que c'est ma première carte de ce type. Lorsque j'aurai la deuxième carte de ce type précisément là, j'aurai le gain numéro 2 et ainsi de suite. Chaque carte ayant sa propre manière de scorer. Il existe 5 types de cartes différents. On va pouvoir faire des échanges. Hop là. Ici par exemple, j'ai mes 2 pêches blindes. Je vois sur mon plateau que je peux les transformer en uranium. C'est super bien. Je les rends au petit sachet. Je gagne mon uranium et je vais venir le stocker ici. Les échanges vont plutôt vers le haut, c'est-à-dire qu'on va dépenser les ressources plutôt communes vers les ressources un peu plus rares. On peut pas revenir en arrière. Ben oui, parce qu'on extrait les minéraux, c'est automatique. Et on va pouvoir, à ce moment-là, valider ce que nous avions ici. Bon, bah là, en l'occurrence, il me faudrait 2 uraniums pour valider ceci et pouvoir prendre plus. Et tu prends 2 pêches blindes en plus. Et en plus, alors ça c'est génial. Si je valide, donc il faut que je paye 2 uraniums, je le validerai et je gagnerai 2 pêches blindes. Et plus tard, je pourrai donc récupérer plus facilement des ressources. Il est quand même plus rentable. Hein. Il y en a des plus ou moins rentables. Des fois, le hasard est un peu contre vous. Des fois, le hasard est avec vous. C'est pas un jeu de chance pour autant. Loin de là, mais ça vient un peu tempérer, ceci vient tempérer, ceci vient tempérer les choix des joueurs et c'est plutôt une bonne chose. On va donc arriver à la fin de mon tour, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais vérifier que je n'ai pas trop de ressources et donc on va passer à la personne suivante. Nous allons faire avancer cet anneau, quand on arrive au bout, on retourne, quand on arrive au bout à nouveau, on retourne et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à la fin. Et on fait un dernier tour. Voilà. Enfin,
on termine le tour en cours. Le cours. fonctionnement général d'une partie de Sur les traces de Marie Curie. 3 autres petits détails. On a évidemment un premier joueur. Et on commence tous avec une petite enveloppe comme ceci, que l'on découvre, que l'on vient placer sur son plateau individuel, qui est un petit objectif au hasard. Donc moi par exemple, si j'arrive à avoir 3 cartes du même type, j'ai 1 point. Moi si j'ai toutes les thèses, 1 point également. J'ai 1 point également. 1 point dans ce jeu, c'est vraiment bien. On les voit, les points. Ils sont vraiment marqués grâce sur le plateau pour certains. Endroits. Quand on voit ce petit symbole bleu, on fonce dessus. Vraiment, c'est hyper important. On peut récupérer Marie aussi, comme on pouvait récupérer Darwin. Voilà. Exactement. On peut la récupérer et elle nous donne 1 point de base, enfin à la fin de la partie si on l'a. Et elle nous permet en action aussi dans un tour d'échanger 2 radium. C'est ça ? Oui. Contre 1 point de victoire. Donc merci quand même ma chère Marie. Donc voilà, c'était le petit truc aussi en plus. Sinon, le jeu, c'est du vrai schmilblick, comment on dit déjà dans le jargon avec Béa, du boui-boitage. Du boui-boitage. Alors ça, c'est un terme certifié BA et jeu des cartes Bordeaux pour dire que, bah, effectivement, à votre tour... Du schmilblick, quoi. On fait sa petite action à faire. Sa petite popote. Moi, je dirais la tambouille, la popote. Bref, vous avez compris. Scientifique. C'est pourtant très cadré, 4 étapes, mais l'étape numéro 3, à vous d'aller chercher les bonnes actions dans le bon ordre, parce qu'on a vite fait de dire « Ah bah mince, j'ai transformé ça en ça, j'aurais pas dû. Je pensais que c'était bien à ce moment-là. » Et bah non. Faut faire au fur et à mesure. On dit alors voilà 2 pêche blinde machin. Ok c'est bon là je peux transformer ça et après on a les combos. Quand on arrive à faire des combos c'est ultra satisfaisant. Mais vraiment c'est pas tout le temps et c'est ça qui fait que quand on y arrive on dit genre oui genre ok je transforme ça comme ça j'ai validé donc du coup j'ai le droit de prendre ces 2 là qui me permettent d'acheter la carte là et celle-là ça me fait gagner une nouvelle ressource qui me permet de faire mon échange et quand on fait ça genre, ça fait du bien. Voilà, sinon en vrai c'est assez simple à prendre en main, c'est pour ça qu'on dit initié, parce qu'il est simple à prendre en main, parce que comme d'habitude il y a un magnifique récapitulatif sur le plateau, mais les combos et les possibilités sont très très fortes, donc c'est ça qui le rend au final assez initié. Il y a pas mal de choses possibles à faire, et toutes les stratégies se valent, il y en a qui sont allés à fond sur les thèses, il y en a qui étaient à fond sur les récipients. Moi, je dis bécher. Oui, il y en a un des 2 qui est un bécher, oui. C'est sûr. Je sais pas lequel, mais... Un des 2, c'est un bécher. Voilà, on souligne la cohérence avec le thème toujours parce que bah, c'est la gamme. C'était nécessaire et ça a été bien fait. Et bravo une fois de plus, tout comme Darwin. Si vous êtes une famille ou un groupe de joueurs qui avait attaqué avec Darwin et que ça vous a plu et que vous voulez quelque chose de un peu plus compliqué, qui n'est pas non plus inaccessible, sur les traces de Marie Curie, bah, c'est franchement un must-have. Et puis bah, si dans votre bibliothèque, dans votre ludothèque, pardon, il manque quelques jeux initiés, il aura également sa place. Tu me perturbes. ça c'est le must-have. C'est très satisfaisant. En vrai, ça c'est hyper malin parce que vous allez mettre un certain nombre de ressources dedans, mais elles vont pas toutes sortir et elles vont s'accumuler. Et du coup, à un moment, vous allez en mettre qui vont faire sortir des anciennes. Donc des fois, vous pouvez avoir une cueillette toute pourrie, genre il y en a que une qui sort et là vous avez les nerfs, souvent vous allez prendre la thèse à ce niveau là, soit vous mettez genre 2 trucs et il y a une méga cueillette, soit ça s'est arrivé tout le temps, c'était très frustrant quand tout le monde remplit et que nous on voit rien descendre et que lui il arrive pouf et tout notre fruit, notre dur labeur c'est devant Antoine et là il se gave, hop, il prend tout, il met dans sa fiole là, il dit oh là là je fais mes courses. Les cubes m'aiment bien. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que bon bah des fois pas de bol, on a que juste 1 ou 2 cubes. On a que du noir. Les thèses peuvent être assez bénéfiques quand même, donc ça dépend. Le jeu permet de se rattraper tout de même. Voilà, donc hasard, stratégie, anticipation, mais pas trop. C'est un savant mélange entre voilà, c'est un équilibrage quand même entre hasard et bonne gestion de ressources et de combos quoi. Quand est-ce que ça sort ? 27 septembre. Ok. Eh bien, on l'attend de pied ferme. D'ici là, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.